Donc là, on va s'interroger effectivement à les questions liées à l'environnement, mais comme c'est un sujet aussi qui est très très vaste, on a entendu d'ailleurs dans la table ronde précédente, les questions liées à la consommation d'énergie des technologies de demain. Là, on va se concentrer sur, plus modestement, la question des déchets. Parce que finalement, et ça peut être peut-être une manière d'introduire la problématique, c'est un problème qui nous concerne tous. C'est un problème de citoyens, c'est un problème d'entreprise, c'est un problème de collectivité. Alors, je ne sais pas, on pourrait donner des chiffres. Je vais en donner un, parce que je ne sais pas si ça dit grand-chose pour le Grand Lyon, je ne me trompe pas. C'est 530 000 tonnes, c'est ça, qui sont produites, que nous produisons, ou c'est simplement les entreprises ou les particuliers? Puisque c'est vous, madame, qui m'avez dit... Prenez le micro. Ce sont simplement les particuliers. Oui, c'est les déchets ménagers à assimiler. Voilà. Bon. C'est intéressant. En même temps, en lisant le rapport 2015, on est plutôt pas mal. Dans la métropole, on progresse un petit peu, 1,7%. C'est pas génial. Donc je voudrais pas qu'on s'enferme un petit peu, si vous le voulez bien, dans les chiffres, mais qu'on essaie plutôt de se questionner. Quelles questions aujourd'hui, madame, puisqu'on va commencer, si vous voulez bien, par vous, vous représentez la société Veolia. Quelles questions pose pour nous aujourd'hui l'éradication du déchet? D'ailleurs, est-ce qu'on l'éradique? Je ne sais pas. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc, avant de parler de l'éradiction des déchets, j'ai quand même donné 2-3 chiffres parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une phase où on doit changer de modèle quelque part. On est dans un modèle linéaire où aujourd'hui, on produit, on consomme, on jette. Et on veut aller vers une économie circulaire où l'objectif de cette économie circulaire, c'est d'allonger la durée de vie des produits, allonger la durée de vie des ressources. Et donc, juste un chiffre, c'est que aujourd'hui, chaque Français consomme 15 tonnes de ressources par an. Il faudrait arriver à 5 tonnes maximum si on voulait quelque part aller vers quelque chose qui est compatible avec ce que la Terre peut offrir. Chaque année, mi-août, début août, 8 août cette année je crois, on avait consommé toutes les ressources de la Terre. Produites dans l'année. Donc il faut absolument qu'on ait un modèle où on continue à se développer. La question n'est pas de ne pas se développer, mais en tout cas de consommer différemment et de quelque part réduire la quantité de ressources que l'on consomme par habitant. Alors après, si on parle de déchets, puisque c'est quand même ça le thème de notre conférence... Non, en même temps, ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui est de l'ordre de la prévention. C'est déjà avant de s'en débarrasser, vous êtes en train de nous dire, première règle, c'est d'ici 2050, comment on va faire pour en consommer nous moins et en produire moins. C'est ça que vous nous dites. Oui, tout à fait. Alors après, puisqu'on parle des déchets, c'est vrai que chaque habitant produit en France un peu plus de 500 kilos de déchets. Donc par rapport à nos 15 tonnes de ressources, on en est loin. Et ensuite, peut-être un dernier point, c'est que pour passer du déchet à la ressource, il y a toute une industrie de transformation qui va permettre que, à partir de ces déchets, on produise des matières premières de recyclage, on produise avec ce qui n'est pas recyclable de l'énergie, qui vont être des ressources pour nos industries. Voilà, donc il y a tout ce cheminement à avoir. Et bon, aujourd'hui, je parlais d'un peu plus de 500 kilos par habitant et par an de déchets produits par an. Là, on va parler de la perspective zéro déchet. Alors, moi, j'ai envie de dire, plus que zéro déchet, je dirais zéro déchet non valorisé. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Je sais très bien qu'on traite les choses... Mais ce que j'entends déjà dans ce que vous dites, c'est... Plus la question de détruire le déchet, c'est de le réutiliser. C'est ça l'enjeu majeur. Vous me disiez, je crois qu'il y a un forum ou une feuille de route sur l'économie circulaire. C'est ça l'enjeu? Alors, tout à fait, oui. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'allonger la durée de vie des ressources, allonger la durée de vie des produits. Et on a une loi qui date de 2015, donc la loi transition énergétique pour la croissance verte, où il y a des objectifs qui sont très clairs pour progresser déjà d'ici 2025. On n'est pas encore à 2050, mais c'est vrai qu'on est sur du moyen terme, avec un objectif de diminuer la production de déchets de 10%, de recycler 65% de nos déchets, réduire le stockage, donc réduire l'élimination, la destruction du résiduel, finalement. Et donc actuellement, il y a une grande concertation qui vient d'être lancée par le gouvernement pour mettre en place les mesures d'accompagnement pour que
les mesures qui sont dans la loi et les objectifs qui sont dans la loi puissent être tenus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la loi, c'est une loi on pourrait dire de programmation, enfin, elle donne des visions. Des objectifs. Par contre, pour que les mesures soient mises en place, il faut quand même des contrôles, de l'incitation, de la fiscalité qui incitent tous les acteurs à changer de comportement. Donc tous les acteurs, c'est les ménages, mais aussi les collectivités qui finalement gèrent les déchets des ménages et également les entreprises. Donc c'est la feuille de route pour l'économie circulaire, donc cette grande concertation qui est en cours, se décompose avec 4 ateliers. Donc un atelier qui est éco-conception et consommation durable. D'accord, donc ça concerne essentiellement les professionnels, hein, c'est toutes les... Attendez, je vais vous donner le mien, ça doit être très agréable pour vous, ça l'est moins pour moi. L'amont et également l'aval, puisque consommation durable, c'est bien le consommateur du produit. Ensuite, il y a un atelier qui est 100% de recyclage des plastiques. Donc là encore, on parle de 100% de recyclage des plastiques. C'est une vision long terme. Il y a quand même certains plastiques qui contiennent des matières préoccupantes où il n'est pas souhaitable de les recycler. Donc ça donne une vision. C'est peut-être pas 100%, mais c'est 100% de plastique valorisé. Ça, forcément, on saura y arriver. Ensuite, il y a un atelier qui est sur 100% d'économie circulaire dans les territoires, et un dernier sur la fiscalité sur les déchets, qui va bien au-delà des déchets, puisqu'on parle également de la fiscalité sur les produits. En fait, il faut qu'on raisonne sur toute la chaîne de valeur du produit jusqu'à la fin de vie du produit. Donc c'est ça qui est en cours. D'accord, merci madame pour ces éléments de cadrage. Alors, l'association Zéro Déchet s'intéresse, je vais faire un gros travail de sensibilisation, d'accompagnement. Vous êtes plus proche de l'utilisateur. On est plus proche du citoyen, du citoyen final, mais on a quand même vocation à agir sur l'ensemble des acteurs. Oui, j'ai vu, vous avez un rendez-vous le 16, je crois, avec un apéro, je ne sais quoi, là, j'ai été voir ça sur votre site, c'est sympa. Et puis j'ai vu que vous travaillez aussi avec les commerçants. On travaille aussi avec les commerçants de proximité pour les sensibiliser à la réduction des déchets. Alors là, on a entendu le point de vue du professionnel, enfin etc. De la place qu'est la vôtre, de la place de l'association, quels sont les enjeux majeurs aujourd'hui ? Nos enjeux majeurs, nous, pour réduire les déchets, c'est déjà de sensibiliser et d'informer que le déchet vienne vraiment sur la place publique, parce que ça concerne tout le monde. On ne va pas le jeter sur la place publique. Non, je plaisante, non. D'accord, ça devient un sujet de société. Voilà, parce que savoir, c'est pouvoir, donc donner de l'information aux citoyens, ensuite ils en fassent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, devenir des consommateurs. Donc voilà, faire un état des lieux, dire voilà, aujourd'hui il y a tant de déchets produits, voilà comment ça se passe, voilà quels problèmes il y a, mais aussi d'être force de proposition, donc de promouvoir une société zéro déchet et zéro gaspillage, le terme de gaspillage est très important, et donc de proposer les alternatives concrètes qui permettraient de réduire ces déchets, donc à l'échelle du ménage, moi en tant que citoyen dans ma maison, mais aussi à l'échelle des industries, de promouvoir l'éco-conception pour qu'on ait des produits qui puissent durer plus longtemps, et à l'échelle aussi des collectivités. D'accord. Vous aviez, dans les petits échanges qu'on avait eus par mail, un souci, c'est de ne pas tout faire porter la responsabilité sur l'utilisateur. Ouais. Pourquoi souvent, le citoyen... Vous n'avez pas l'impression qu'on a cette tendance-là ? Je trouve que le citoyen est très souvent culpabilisé. Les Français trient mal. Alors que les déchets produits par les ménages, c'est seulement 10% de tous les déchets produits en France. Et aujourd'hui, on ne nous parle que de nos déchets à nous. Je trouve. Enfin, c'est notre point de vue. Et donc, de ne pas oublier ça, voilà, on peut réduire ses déchets chez soi, mais c'est pour être force de proposition, force d'exemple pour toutes les strates de la société. Donc j'imagine que l'institution prend ces questions effectivement en charge. Il y a un gros travail qui est fait au niveau de la métropole quand même, non ? Alors la métropole, comme 40 autres territoires de France, ont en 2015 postulé à une démarche nationale territoire zéro déchet, zéro gaspillage. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est allé défendre le dossier, à l'époque c'était auprès de Ségolène Royal, on a présenté un programme d'action qui allait de la prévention, parce que dans le jargon administratif, la réduction c'est la prévention, c'est une programmation obligatoire depuis 2010. Donc moi par exemple je suis l'élu en charge de la prévention des déchets. Ensuite, donc réduction, réparation, réemploi, tout ça c'est caché derrière prévention des déchets. Et enfin, recyclage, effectivement. Et la métropole, puisqu'elle a la compétence prévention, collecte et traitement des déchets, ménagers et assimilés, donc il y a un petit peu d'activité économique, elle se positionne en général en termes de structure qui propose, pour faire simple, de la planification
pour expérimenter des choses. C'est de plus en plus ça quand même. On expérimente des choses, c'est la preuve par l'exemple, y compris avec la sphère économique, pour impulser un changement. Je rejoins Zéro Déchet sur ce point, mais vous l'avez pointé pour la feuille de route économie circulaire, pour accélérer des changements dans la société, que ce soit à la sphère familiale, du territoire plus que de la collectivité, et dans les sphères économiques. Parce que l'idée derrière, c'est quand même aussi, c'est un peu ce que la métropole a expérimenté avec les donneries, c'est pas juste d'avoir un super rapport annuel, c'est vraiment de structurer des filières. Alors ça revient à ce que vous pointiez, on utilise moins de ressources, enfin on a un comportement moins prédateur vis-à-vis de nos ressources naturelles, mais je vais vous donner un exemple super terre à terre. À l'heure actuelle, on a la filière bois, le bois qu'on apporte dans nos déchetteries, et ben, la filière est bouchée. Et quand on en discute avec la préfecture, donc moi opérateur... Pardon, la filière est bouchée, ça veut dire... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repreneur, il y a un seul repreneur, il est dans les Vosges, il fait du panneau aggloméré. Enfin, quand on est jeune élu engagé comme moi, on se dit non mais il y a un truc de fou, donc merci d'organiser des conférences comme ça. Personne ne s'est jamais mis autour d'une table en se disant ok, filière par filière, bon bah là le mal est fait, hein, on a du bois qu'on ne peut pas incinérer, ça n'est pas souhaitable qu'il soit incinéré, mais on ne sait pas quoi en faire, donc comment on s'organise pour que dans 20 ans on ne vende plus ces choses-là, parce qu'effectivement on ne sait pas quoi en faire. Et il me semble que c'est un petit manque dans la feuille de route économie circulaire du gouvernement, c'est comment à l'échelle de chaque filière on raisonne. Il faudrait qu'il y ait 2 entrées, mais enfin je m'en suis ouvert à Brune Poisson, donc il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut penser entrée territoriale et entrée filière, et pas uniquement comme vous l'avez pointé, Zéro Déchet, pas uniquement acteurs, quoi, habitants, entrepreneurs, collectivités, et se renvoyer la balle des compétences, parce qu'en fait c'est ce qu'on fait régulièrement. Est-ce que, alors je ne sais pas lequel des deux peut présenter, oui je vous en prie, réagissez, puis peut-être repréciser un peu ce qu'on met, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît parfaitement ce qu'on met derrière ce concept d'économie circulaire. Parce qu'on voit bien que ça va effectivement intéresser à un moment donné les débouchés et la capacité à récupérer les matériaux. Alors justement, jusqu'à présent, on avait toujours eu des objectifs sur le recyclage. Donc recycler plus, aller collecter plus de déchets recyclables et recycler plus. La nouveauté avec... Jusque-là, une précision, pardon de vous interrompre, madame. Recycler, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire je ramasse, prosaïquement pour moi, je ramasse les déchets, ça permet de chauffer, ça permet de faire des choses, c'est ça? C'est collecter des déchets recyclables, les amener sur un centre de tri, les trier, sortir quelque part des balles de matière recyclables qui peuvent ensuite être utilisées dans l'industrie. Donc jusqu'à présent, on avait surtout des objectifs de recyclage. Et aujourd'hui, justement, ce que Madame pointe et qui est très important, c'est que c'est bien de recycler, mais dans l'absolu, si on n'a pas de débouchés, ça sert à rien. Parce que si c'est pour exporter des matières premières de recyclage à l'autre bout du monde, ça n'a aucun intérêt. Donc en fait, pour nous, industriels de la gestion des déchets, le premier enjeu de cette feuille de route économie circulaire, c'est de développer des débouchés de proximité en France, en Europe, surtout en France. On a un fait assez récent qui est la décision de la Chine de fermer ses frontières à l'importation de déchets. Alors quand on parle d'importation de déchets, c'est pas forcément des déchets ménagers, mais des balles de déchets triés en mélange, des plastiques qui ont été triés, qui ont été mis en balles, allaient jusqu'à présent en Chine. Pour une partie d'entre eux, pour derrière suivre un processus de préparation, de lavage, et ensuite être utilisé par l'industrie. Donc aujourd'hui, la Chine a décidé de fermer ses frontières en fait à l'importation de déchets et donc également aux déchets, aux matières recyclées sous statut déchets, mais ça reste des déchets. Et donc pour nous, à court terme, c'est très compliqué, puisque effectivement, il y a moins de débouchés, les cours des matières ont chuté. Par contre, pour nous, à moyen terme, c'est vraiment une opportunité pour la France de développer des débouchés à ces matières, de développer de l'industrie en France, pour utiliser et consommer toutes ces matières qu'on produit. Alors c'est vrai qu'on demande aux citoyens de mieux trier, de trier ces matières recyclables, ces emballages, ces journaux, magazines, sauf que derrière, il faut bien au-delà de cet objectif de recyclage, qu'on ait l'objectif de l'utiliser, cette matière. C'est de la valeur ajoutée qu'on peut avoir, dont la France peut profiter. Et où est-ce que ça bloque? Voilà. Alors j'ai entendu, dans le cas du bois, par exemple, c'est un problème de filière, et dans d'autres domaines, ça veut dire que finalement... 100%, c'est ça, d'économie circulaire. Ça veut dire qu'il y a un chaînon qui manque quelque part? Alors, il y a les choses, on ne part pas de zéro. On a des choses qui se sont développées depuis des années. Aujourd'hui, c'est vrai que dans l'industrie, déjà, on a peut-être
pas beaucoup d'industries en France, mais dans l'industrie française, on n'a pas forcément aujourd'hui d'objectif d'incorporation de matières recyclées. On a des matières des matières recyclées. Par exemple, sur le plastique, un industriel qui va prendre des plastiques recyclés en substitution de matières vierges, il va espérer les payer 20% moins cher. Alors qu'il y a toute une industrie en amont pour aller collecter, pour aller trier, pour aller préparer ces matières au cahier des charges de l'industrie qui est nécessaire. Donc en fait, on a une équation économique qui est relativement difficile. Et puis encore peut-être une image de ces matières recyclées qui sont issus de déchets, qui n'est pas forcément positive. Il n'y a pas forcément une demande du consommateur pour acheter des produits qui intègrent des matières recyclées. Je pense que ça joue aussi. C'est vrai que pour nous, en tant qu'opérateur de la gestion des déchets, le rôle que l'on joue dans l'économie circulaire, donc, qui ne se limite pas à la partie gestion de déchets, mais en tout cas sur cette partie-là, c'est vraiment de produire des matières premières de recyclage de qualité, avec des quantités suffisantes et de manière pérenne pour assurer une continuité de l'alimentation des industries derrière. Et donc, il faut qu'on développe des partenariats avec l'industrie pour aussi assurer un débouché pérenne aux matières qu'on trie. Des matières qu'on trie pour qu'elles ne restent pas. Et c'est là où on dit on boucle la boucle, en fait. Et c'est ça un peu l'idée de l'économie circulaire, c'est qu'en fin de vie, le produit en fin de vie qui devient un déchet redevient une matière première de recyclage réutilisée par l'industrie. Complément, et puis je voudrais qu'on revienne vers vous, madame. C'était pour illustrer la façon de s'organiser en France. Donc, nous avons des bouteilles en plastique avec le petit logo vert, qui ne veut pas dire c'est recyclable, mais qui veut juste dire l'industriel qui a fabriqué la bouteille a payé sa taxe à ex-éco-emballage Citeo. Donc, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. C'est un truc qui a été créé en Europe et en France. Ce dont parlait madame, en fait, la question, moi, en tant que collectivité publique, j'ai envie de dire, mais tu vois, cette REP-là, Citeo, en fait, pour faire simple, je fais vraiment très simple et très caricatural, les échos, on appelle ça les éco-organismes, ce ne sont pas des entreprises à but lucratif, c'est des entreprises qui perçoivent une taxe et qui doivent redistribuer la taxe pour organiser le tri des déchets dans les territoires, normalement organiser les filières, et puis travailler l'amont, justement. Cette question d'éco-conception, et cette question aussi de, mais attends, mais l'émetteur au marché, mais s'il met ça sur le marché, comment ça se fait que ce même émetteur, il ne se pose pas la question de ce que cela devient, et pourquoi il ne se pose pas la question de quand ce sera recyclé, l'incorporation dans un autre matériau. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, mais je ne suis pas la seule, dans le souci, la question des éco-organismes, parce qu'il y a de l'argent derrière, c'est plus de place faite au pouvoir public et aux consommateurs dans ces négociations entre émetteurs au marché et finalement usagers, et deux, cette question de l'éco-conception, mais au sens large du terme. Parce que l'idée derrière, pour moi en tout cas en tant qu'élu engagé, c'est de ne pas mettre sur le marché quelque chose qu'on recycle, ça fait écho à la conférence d'après, à trop fort coût énergétique ou environnemental et social. Si c'est des robots qui recyclent, peut-être que moi ça m'intéresse moins, parce que moi ce que je veux c'est que dans mon territoire les hommes et les femmes puissent travailler dignement, et qu'on ne mette pas non plus sur le marché des choses qui vont aller, comme vous le disiez, en Asie, et dont on sait pertinemment qu'une partie sera enfouie. Voilà, donc je déporte le sujet sur, on a créé un super truc, un super lieu de négociation de travail collectif qui peut aussi amorcer de l'économie circulaire territoriale, faisons-le, modifions aussi les éco-organismes. Madame, alors oui, j'ai lu aussi que vous disiez que finalement un bon déchet, c'est un déchet qui n'existe pas. Oui, c'est un peu ça qu'on est en train de dire en se disant finalement, essayons de raisonner le plus en amont possible. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, c'est nous, on se réjouit que la Chine ait enfin dit on arrête d'être la poubelle du monde, surtout qu'ils avaient prévenu depuis des années, et là ça rentre en effet de manière effective, parce qu'on ne leur envoyait pas que des choses recyclables. Et du coup, c'est une opportunité pour que les Français, les Européens se confrontent à leurs déchets. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais le recyclage, même franco-français, c'est pas non plus la solution, parce que, comme vous l'expliquiez, il y a beaucoup d'étapes, il y a des partenariats à faire. Vous avez mentionné en quantité suffisante, donc ça veut dire qu'il faut toujours un certain nombre de tonnages. Et donc il y a toujours cette politique du chiffre, du tonnage. Et le recyclage, c'est aussi du transport. Donc jusqu'à présent, ça allait en Chine. Bon, ça ira moins loin en France, mais donc il y a de l'énergie utilisée. Le process du recyclage, c'est des choses qui sont aussi parfois polluantes. Il y a forcément des rejets atmosphériques, parfois
aquatiques. Et donc, voilà, le recyclage, c'est pas la solution en soi. D'accord. Alors, j'allais vous poser la question après, qui est, vous évoquez la notion de zéro déchet. De zéro. Zéro gaspillage, je me dis c'est une perspective. C'est vraiment une perspective, c'est pas un terme radical, voilà, extrémiste. C'est ça. 2050. Ça désigne vraiment la marge de progression qui est possible de faire à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Alors on a bien vu là dans les explications comment on travaille à un échelon un peu macro. Ça m'intéresserait de me dire comment votre association travaille. On parlait du commerçant. Comment vous travaillez avec l'épicier du coin? Comment vous travaillez avec nous? Vous voyez, parce que c'est aussi important. Ah bah oui, d'être dans le concret. Voilà, c'est ça. Nous produisons nous quand même aussi pas mal de déchets. Justement, tout à l'heure vous évoquiez l'apéro zéro déchet. Donc ça, c'est vraiment... C'est pour leur donner rendez-vous, hein, c'est le 16 décembre. Hein. C'est ça. Un rendez-vous convivial pour échanger sur les trucs et astuces du zéro déchet à la maison. Donc comment faire le moins de déchets dans ma cuisine, comment être un parent avec un bébé zéro déchet, toutes ces sortes de choses-là. Et puis avec les commerçants, on a une opération qui s'appelle Mon commerçant m'emballe durablement, où les commerçants acceptent que leurs clients arrivent avec leur Tupperware, leur sac en vrac. Les commerçants peuvent eux aussi s'engager à ne pas distribuer de sacs plastiques. C'est interdit maintenant, non? Les sacs plastiques à usage unique sont interdits, mais ceux qui peuvent être si je le réutilise, d'accord. Okay. Ne sont pas interdits. C'est toute la nuance. Et donc il y a plein de boulangeries qui continuent à donner des sacs plus épais. Voilà, les commerçants, on les accompagne aussi en leur proposant ces petites choses qu'ils peuvent faire au quotidien. Et pour revenir aussi sur les citoyens, on organise très régulièrement des ateliers do it yourself, apprendre à faire soi-même des produits, donc soit d'entretien de la maison, de cosmétiques, un peu de couture, pour ne plus produire ces déchets. Il y a presque une logique éducative un petit peu derrière ce que vous évoquez. Il y a se réapproprier tout un nombre de savoir-faire, et donc c'est aussi très pédagogique. Pour que ce soit aussi des parents approprié pour les parents, pour les enfants. Voilà, on en fait pour tout type de tranche d'âge. Par exemple, pour les enfants, faire sa propre pâte à modeler. D'accord. Plein de choses. Voilà, peut-être un petit commentaire et puis une dernière question et puis on donne la parole au public. C'est pour compléter parce que comme le disait Zéro Déchet, c'est vrai les collectivités surtout parlent beaucoup aux habitants, et éventuellement peuvent faire culpabiliser. Mais ça, Zéro Déchet le fait aussi. Ça, par exemple, le livret anti-gaspi, astuces et recettes, c'est un livret de recettes qui est proposé par la métropole de Lyon avec ses partenaires associatifs dont Récup et Gamel et Aremax. Et l'idée, c'est bien ça, c'est de dire... toi, à ton niveau, tu peux faire quelque chose. Après, la vraie question, c'est cette fichue, excusez-moi, mais question de pourquoi on raisonne en gestion des déchets et pourquoi, vous l'avez posé dans votre propos liminaire, pourquoi on ne raisonne pas en termes de ressources, y compris à l'échelon du territoire. Et en plus, le territoire de la métropole, c'est super parce qu'on a vraiment plein de choses à faire. Alors voilà, je vais vous proposer justement une dernière question, un tout petit exercice. Projetons-nous en 2050. Et je reprends maintenant la formule. Qu'est-ce que serait en 2050, madame, vivre en paix avec nos déchets? Oui, je ne pouvais pas la rater celle-là parce que je trouve tout à fait intéressant. Parce qu'on l'a bien vu dans les tables rondes précédentes, je pense qu'on peut le partager, c'est qu'il y a quelque chose aussi qui est beaucoup de l'ordre des comportements, des représentations que les uns et les autres se font d'une réalité pour laquelle les réponses purement techniques ne suffisent pas, en fait, c'est ça. Donc j'aimerais que, du point de vue de chacun, allez, on se projette, on est en 2050, cette nouvelle génération se comporte comment? Alors, moi, je n'aurais pas le terme de déchets. Toujours pas. Vivre en paix avec mes choses qui pourraient potentiellement être des déchets. Faut qu'on trouve un autre mot, donc. Mes produits en fin de vie, je sais pas, par exemple, mes déchets organiques, avoir un petit compost collectif près de chez moi où je peux les amener. Ma radio qui est un peu en train de... Mon mixeur de cuisine qui est en train de faiblir, avoir un café de réparation pas très loin de chez moi pour que je puisse y aller. J'ai besoin d'une nouvelle veste, avoir une boutique de seconde main pas très loin. Ce qu'on appelait les donneries, vous aviez évoqué les donneries tout à l'heure, c'est ça. Voilà, donc avoir tout ce maillage d'acteurs complémentaires pour toujours prévenir ce déchet. D'accord. C'est l'acteur, là pour le coup, c'est le citoyen vraiment acteur. C'est dans mon quotidien, je suis vigilant à ces objets qui m'entourent et je considère, ça me fait une belle transition, qu'il ne suffit pas de les jeter dans la poubelle. Sur le territoire. D'accord. Quelque chose de très systémique. D'accord. Voilà, c'est pas que le déchet, c'est aussi en amont, en aval, la boucle, mais au sein de ma ville, dans mon quartier, voilà.
Alors Dieu merci madame, puisqu'on n'éradiquera pas les déchets, il y aura encore du travail dans ce domaine pour Veolia. Comment vous imaginez, ça peut être intéressant, comment vous pouvez imaginer en 2050 quel pourrait être le rôle d'acteurs comme vous? Alors déjà la première chose, je pense que l'objectif c'est vraiment d'aller vers zéro déchet non valorisé. Hein. Je pense qu'il y a toute une boucle. Peut-être juste un mot avant d'arriver à 2050, comment on y va? Parce que c'est vrai qu'on a des exemples dans d'autres pays qui font peut-être mieux que nous, et notamment il y a des exemples en Italie, à Milan, à Trévise, où on parle beaucoup du zéro déchet et où on a été voir ce qui s'y passe, quoi, hein. Et c'est vrai que ce qu'on voit quand même, c'est que pour mobiliser la collectivité, les citoyens, l'entreprise, il n'y a pas que du volontarisme en fait, hein. Ce qu'on voit quand même quand on va se promener en Italie, c'est que pour changer les comportements, il y a eu des choses mises en place comme la tarification incitative. Ça veut dire que le citoyen paye en fonction de ce qu'il jette. Donc c'est incitatif et il va mieux trier ses déchets. Et il y aura moins de déchets résiduels en bout de chaîne. L'autre chose, c'est que il y a des objectifs qui sont prescriptifs au niveau des collectivités locales en Italie. Et donc, il y a des sanctions des collectivités locales qui ne mettraient pas en place, par exemple, cette tarification incitative, en tout cas les objectifs qui sont fixés. Et en l'occurrence, l'objectif en Italie, c'est que 65% des déchets soient collectés séparément. Donc en dehors des déchets résiduels. Donc c'est prescriptif pour les collectivités, ce qui est pas trop... En France, on est quand même sur libre administration des collectivités locales, donc on a des objectifs, mais c'est à chacun de mettre les moyens en place. Voilà, il y a ça. Et puis l'autre chose, c'est qu'au niveau du citoyen, et c'est vrai au niveau de l'entreprise aussi, hein, c'est vrai que nos objectifs, on a parlé beaucoup du citoyen, mais il y a les mêmes objectifs pour les entreprises. Et ben, au niveau du citoyen, ce qui a été mis en place, c'est quand même tout un système de contrôle des déchets jetés par le citoyen, avec un système d'amende qui peut aller jusqu'à 50 € par infraction, en fait, si le déchet n'est pas bien trié. Donc il y a ça aussi, hein, le passage de la situation actuelle à la situation de demain et peut-être à 2050, il y a quand même tout un ensemble d'incitations, et c'est vrai que l'incitation c'est bien, mais il y a aussi des besoins de contrôle, besoin de quelque part, si on veut vraiment donner une impulsion, et donner une impulsion assez rapidement, c'est quand même comme ça que ça s'est fait ailleurs. Donc c'est quand même à retenir. Ok, on va voir ce qu'on... Voilà, et puis après, nous, notre rôle, hein, très clairement, déjà aujourd'hui, c'est notre vision, et je pense que d'ici 2050, ce sera d'autant plus le cas. On sera avant tout des producteurs de matières premières, de recyclage pour l'industrie, et des producteurs d'énergie à partir de déchets qui sont pas recyclables pour l'entreprise. Et c'est vrai que ça peut être, déjà aujourd'hui, les déchets, ça peut être un moyen aussi de développement économique des territoires. Sur des déchets résiduels, on peut encore produire de l'énergie qui peuvent être utilisés par l'industrie. Ça peut permettre de favoriser le développement de l'industrie ou le retour de l'industrie en France. Voilà, donc notre rôle, c'est comme ça qu'on le perçoit, c'est vraiment d'être producteur de matières à partir de déchets, mais pour le... Vous pouvez être d'abord producteur que recycleur. Oui. Alors, pour vivre en paix, en 2050, avec ces déchets, comment la collectivité, est-ce que la collectivité va renforcer la répression? Est-ce qu'elle va renforcer l'incitation? Comment elle peut travailler? Par exemple, je pense dans les plans de développement de l'habitat, on utilise des matériaux. Est-ce qu'on va travailler? Moi, je pense qu'on va raisonner à l'échelle du territoire, j'en suis à peu près certaine. Donc, peut-être que la maille métropole est une bonne maille, peu importe. Il me semble, comme vous l'avez indiqué dans votre propos introductif, que plus globalement, dans les années à venir, on va raisonner au rythme empreinte écologique. Vous disiez qu'on dépasse les limites planétaires en général en août. Et à mon avis, chaque individu, en tout cas c'est ce que je souhaite, aura une sorte de compte carbone, où qu'il soit en France et en Europe et dans le monde, et charge à chaque territoire d'organiser de façon systémique, comme le disait Zéro Déchet, les choses pour qu'on ne raisonne pas du tout. Moi, je ne raisonne pas déchets, je raisonne ressources. Et vous avez bien utilisé le mot paix, et moi, le mot paix, ça fait tout à fait écho chez moi, parce que là, on parle métropole de Lyon, mais il ne faut pas oublier que jusqu'à présent, les business models autour des déchets, il s'est beaucoup fait sur, entre guillemets, je mets des guillemets parce que je ne me permettrai pas, je ne suis pas une ONG des droits de l'homme, sur de l'exploitation de jeunes gens, on va dire, pas forcément formés, dans des pays qui travaillent dans des conditions sanitaires pas forcément exceptionnelles. Donc, oui, vivre en paix avec mes déchets en 2050, c'est aussi comment, sur mon territoire, je gère mes ressources avec tout le monde, je crée de l'emploi et j'arrête de
piller des territoires qui sont extrêmement riches, mais qui sont dans des situations sociales et sanitaires terribles. Et on est encore sur ce modèle-là, et je me permets de dire ça, puisque hier, il y a une organisation qui a eu un prix Nobel de la paix qui avait son entrée autour des armes nucléaires, mais qui avait son entrée là-dessus, quand même. Cette question-là de comment, à l'échelle mondiale, on organise la paix, et ça passe aussi par la gestion des ressources. Merci. On va vous donner la parole si vous avez envie de réagir, de questionner sur ce qui vient d'être évoqué. Comment vous vous sentez concerné? Parce que vous êtes avant tout aussi des citoyens. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Est-ce que j'ai une prise de parole? Oui. Oui, bonjour. Faites-nous juste un signe, monsieur, parce que c'est très désagréable de ne pas voir notre interlocuteur. Merci, monsieur. Merci de vos interventions. Vous avez évoqué les difficultés de valorisation et de filière en aval. Je m'interrogeais sur une réalité de cette problématique qui est que quand on produit de la matière vierge, finalement, on externalise le coût de son évacuation quand il devient déchet, alors que quand on produit de la matière recyclée, on internalise ce coût. Et donc, autrement dit, on a beaucoup parlé de la responsabilité du citoyen, mais est-ce que le facteur clé, il n'est pas tout simplement dans la fiscalité des matières? Madame, vous voulez répondre à cette question? Oui, bah, c'est vrai que c'est une des réponses. C'est ce qui est discuté dans le cadre de la feuille de route économie circulaire. Quand on parle de fiscalité déchets, on parle de la fiscalité produit. Et on va jusqu'à la fin de vie du produit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on recycle des déchets, on a une économie de carbone notamment, mais pas que, une économie d'une manière générale sur l'analyse de cycle de vie du produit, une économie qui n'est aujourd'hui pas monétarisée. C'est-à-dire que on compare un produit fabriqué à partir de matière vierge avec un produit recyclé sans prendre en compte quelque part le bénéfice environnemental qui pourrait être monétarisé. On pourrait dire qu'il y a une économie de carbone quand on recycle un déchet plutôt que quand on utilise de la matière vierge, parce qu'il y a toutes ces étapes d'extraction, de transformation de la matière vierge pour arriver jusqu'au produit final, la consommation d'énergie est beaucoup, beaucoup plus importante. Et donc, en monétarisant l'économie de carbone, on pourrait arriver à avoir des produits recyclés plus intéressants. Donc une fiscalité incitative dans ce sens-là, c'est ça que... Tout à fait. Alors la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, monétariser l'économie environnementale, l'économie de carbone, c'est compliqué puisqu'on a en Europe un système de marché des quotas de CO2, donc du marché du carbone, qui joue pas son rôle, puisqu'aujourd'hui on est à 6 euros ou 7 euros, je ne sais pas, la tonne de CO2. Il faudrait être au moins à 30 pour en voir des effets et voir une incitation vers des produits recyclés ou vers des énergies de récupération, par exemple. Et c'est vrai qu'avec un prix un marché du carbone à 6 ou 7 euros, malheureusement, c'est pas suffisant. On n'incite pas encore. Alors c'est vrai que la France a mis en place une taxe carbone qui va dans ce sens-là, en pénalisant des énergies fossiles par rapport et donc plus on consomme d'énergie fossile, et donc quand on produit de la matière vierge, on consomme plus d'énergie fossile. Donc ça a un effet, sauf que ça touche des entreprises qui ne sont pas concernées par les quotas de CO2 européens. Donc très peu d'entreprises, et donc je veux dire, aujourd'hui ça le dispositif ne porte pas les fruits qu'on pouvait en attendre. Ouais. Commentaire? Non, mais peut-être que monsieur pensait posait la question pour avoir cette réponse-là. Il y a quand même des gens super qui ont bossé et s'est travaillé dans le cadre de la feuille de route économie circulaire sur la TVA circulaire, dont un entrepreneur qui s'appelle Romain Ferrari. Là, le rapport, il vient d'être rendu par le ministère, en tout cas moi je l'ai lu. Et je pense que c'est une des solutions de mettre en place cette TVA circulaire. C'est-à-dire une TVA spécifique, plus attractive, qu'on essaie de comprendre, parce que pour vous c'est très clair, mais pour nous ça ne l'est pas vraiment. En gros, pas le même taux de TVA si par exemple, si ça c'est issu de 100% recyclé. Pour faire simple, pour faire très très simple, c'est ça. Alors juste, c'est vrai que c'est un sujet qui a été pas mal débattu. La seule chose, c'est que la TVA, les règles sur la TVA, ça dépend de l'Europe. Et donc, pour mettre en place une TVA circulaire, il va falloir quelques années. Donc, en attendant, il y a d'autres solutions peut-être à mettre en place très rapidement, comme un crédit d'impôt pour des entreprises qui consommeraient des matières recyclées. Il y a d'autres solutions en attendant qu'on puisse faire effectivement, qu'on puisse mettre en place cette TVA circulaire, dont l'idée est très intéressante. Alors, d'autres questions, d'autres commentaires, madame? On va vous apporter un micro, merci. Bonjour.
Ma question porte non pas sur le produit qui doit être recyclé, qui a une durée de vie, mais sur son emballage. Pourriez-vous intervenir sur le fait que nous, consommateurs, on veut du yaourt, mais on ne veut pas le pot de yaourt. Et pour avoir du yaourt, je suis désolée, aujourd'hui, je ne peux pas acheter un yaourt en vrac. D'une autre façon qu'en pot de yaourt. Voilà. Quelle est la logique de l'emballage? Quels sont les industriels qui vont nous aider à résoudre le problème de l'emballage, nous consommateurs ou nous entreprises? Vous voulez répondre, Mathilde, sur cette... Voilà, on passe le micro. Alors c'est vrai, parce qu'on pense à l'emballage qu'on recycle, mais on ne pense pas à l'emballage qu'on a à l'origine. Alors, sur les pots yaourt très spécifiquement, il y a une loi qui... L'extension des consignes de tri. Donc bientôt, vous pourrez mettre votre pot yaourt dans la poubelle des recyclables. Mais moi, en tant que zéro déchet Lyon, c'est pas du tout ce qu'on prône. Hein. Par exemple, pour les emballages, pourquoi ne pas prendre des pots de yaourt en verre? Et on pourrait imaginer que ces pots de verre soient consignés. Vous les ramenez à votre commerçant. Mais ça existait il y a très longtemps. Je me rappelle des bouteilles de lait, mais il y avait des problèmes d'hygiène, non? Non. Sur les marchés, les producteurs les récupèrent, les relavent. C'est tout à fait possible. Ou il est tout à fait aussi possible, sur certains marchés de Lyon, d'acheter son yaourt en vrac. Ou après, faut passer au faire soi-même. Voilà. Donc là, est-ce qu'on revient simplement à un comportement citoyen? Il y a peut-être des enjeux aussi plus larges là-dessus, non? Alors moi, j'ai envie de répondre à Madame pour compléter ce que disait Mathilde de zéro déchet. Il y a quand même une tendance, alors il y a le do-it-yourself, et puis il y a une tendance à ce qu'on appelle l'économie servicielle. C'est-à-dire que c'est pas dit que demain, je vais citer une grande enseigne, mais j'ai pas d'action chez eux, c'est pas dit que demain Carrefour ou Auchan ou Casino vous propose pas effectivement un contrat pour avoir accès à l'équivalent de 12 pots de yaourt qui vous amène chez vous, il vous prend vos contenants, il vous les lave. C'est bien possible qu'on aille vers ça. Pourquoi on est allé dans l'industrie du suremballage et de l'emballage? Parce que marketing, publicité, enfin moi je ne peux que le regretter, je n'ai absolument pas milité pour. On peut quand même observer, il y a une petite tendance à moins de suremballage, sauf erreur de ma part. Et après... la balle, et c'est pour ça que j'ai fait exprès de parler de la responsabilité élargie des producteurs, c'est dans le cadre des discussions entre industriels, collectivités et État, c'est ce fameux point vert ex-éco-emballage. Là, je parle d'éco-emballage, mais il y en a d'autres, des éco-organismes. Mais ça se joue là, ça se joue à la place des citoyens et habitants consommateurs, comme l'indiquait Mathilde. Mais effectivement, en amont, ça se joue là. Si on souhaitait vraiment qu'il n'y ait plus de... Je parle bien d'abord du suremballage, on pourrait y arriver, et plus d'emballage, il faut développer à fond ce qu'on appelle l'économie servicielle. C'est possible. Ok, est-ce qu'il y a une autre intervention, juste une petite réaction? Oui, je vous en prie, madame, pardon. Oui, je voulais juste souligner quand même que l'emballage, il est là pour protéger le produit, pour améliorer aussi la durée de vie du produit. Donc, il ne faut pas tout jeter dans l'emballage. C'est vrai que quand on a des produits qui ne sont pas emballés, finalement, c'est du gaspillage alimentaire derrière. Donc, il faut quand même garder ça en tête, même s'il y a effectivement des emballages. On pourrait avoir moins d'emballage, mais c'est avant tout pour protéger le produit. D'accord. Ok. Non, mais... Oui, juste un commentaire, mais on va pas... Le but de la conférence, c'est aussi de faire pointer nos points de divergence. Moi, je pense que ça pose en profondeur, j'imagine que madame dans le public l'a compris, ça pose en profondeur la question de est-ce qu'on veut produire plus pour consommer plus et éventuellement mieux, ou est-ce qu'on produit un peu moins, on consomme un peu moins et on gaspille plus du tout? Parce que est-ce qu'on a besoin des 24 yaourts là tout de suite ou des 12? Moi, je suis maman, je partage pas du tout votre analyse. J'achète des choses non suremballées et je ne jette rien. Donc voilà, j'entendrais très bien pour une collectivité, pour de la cantine et tout ça, je peux l'entendre. Mais à l'échelon individuel, non, je pense qu'il y a une évolution très nette à faire. Autre question? Alors peut-être, je ne sais pas si vous me faites signe s'il y a quelqu'un d'autre. On a encore 5 minutes, oui. Ok, et puis la dame en rose. Voilà. La dame en rose. Allez-y, madame. Je ne vous vois pas très bien. Alors, attendez, il ne faut peut-être pas qu'on soit de tous les côtés. J'ai vu que Romain, tu as donné un micro. La personne qui a eu le micro, c'est bon? J'ai un micro, en tout cas. Où est-ce que vous êtes, monsieur ou madame? Je ne suis pas en rose, effectivement. Voilà. La prochaine fois, monsieur, ce sera plus facile pour nous. Non, je plaisante. On vous écoute, monsieur. Oui, tout ce qui a été dit est tout à fait intéressant parce que les solutions existent
il n'y a pas forcément la volonté de les mettre en place aujourd'hui parce que les enjeux sont considérables sur un plan économique. Tout ce qui a existé, moi j'ai connu cette période où les yaourts étaient en pot vert consigné, fabriqués par Danone ou d'autres fabricants. J'ai connu cette période en fait où l'eau, le vin, etc. se faisaient dans des bouteilles consignées. Vous avez une bouteille plastique d'ailleurs sur vos plateaux, là, vous auriez pu avoir un verre tout simplement. Ça facilitait effectivement le traitement. Il faut montrer l'exemple aussi à ce niveau-là. Les solutions existent. Les solutions existent et elles peuvent être rapidement mises en place. On parle de plus en plus de circuits courts. Ils peuvent être facilement mis en place dans tous les domaines. Il y a juste une volonté politique et une volonté économique. Mais les deux, effectivement, ne vont pas dans le même sens. Alors, le tout est de savoir, puisque vous avez, effectivement, pour quelques-uns d'entre vous, là, de la responsabilité, voulez-vous que l'on change le monde ou voulez-vous le laisser, effectivement, encore prospérer ? 2050, ça a déjà démarré pour, si l'on veut, quelques résultats d'ici là. Donc, à nous de savoir ce que l'on veut faire. Et il est très facile, en plus, de le faire. Merci, monsieur, pour ce message. On récupère le micro. Est-ce que quelqu'un peut amener un micro à cette dame-là ? Merci. Ce sera ma dernière question, madame. Puis après, la petite question rituelle. Voilà, passez à la dame. Le voilà. Merci. Oui, merci. Vous écoutez, Madame en madame. rose. Je voudrais allonger la liste des on a parlé de suremballage. Madame a parlé de surproduction, de surconsommation. Je trouve que c'est vraiment une question qu'on doit tous se poser. Parce qu'on a le sentiment, quand on voit tout ce qu'il y a autour de nous, qu'on est dans cette surproduction qui nous pousse à la surconsommation. En plus, sur des produits qui ont une durée de vie, on parle d'obsolescence programmée, on est toujours là-dedans alors qu'on en a conscience depuis des années. C'est quand même inimaginable d'acheter une machine à laver et de la jeter au bout de 2 ou 3 ans. Alors qu'auparavant, c'était 20 ans. Et qu'on peut revenir à cela. Donc revenons à des produits solides et qui ont une durée de vie raisonnable. Sans parler évidemment des changements de téléphone. Donc que peut-on faire là-dessus ? Et donc ça c'est en amont. Et en aval aussi, revenir peut-être à plus de recyclage, enfin de réparation aussi. Plus, voilà, à des métiers où on peut enfin réparer. Parce que bien souvent, c'est pas grand-chose, mais on ne trouve personne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Merci, madame. Commentaire sur ça ? Sur le micro. Pour monsieur, est-ce que vous avez la volonté personnelle de changer de monde ? Alors moi, je me suis engagée dans un mouvement politique, clairement, pour aller vers ce qu'on appelle de la suffisance. C'est-à-dire qu'on est, pour faire simple, dans un monde, de mon point de vue, d'abondance. On a de la chance, vous et moi, tant mieux. Un cadre de vie merveilleux et tout. Mais il va vraiment falloir qu'on apprenne tous ensemble à aller vers la suffisance et à gérer au niveau du territoire les choses. Je suis l'élu qui a porté la politique publique, économie circulaire, zéro gaspillage. À mon petit niveau, j'ai fait ce que j'ai pu et j'amplifierai le mouvement en tant que possible. Je veux juste vous amener quelque chose. Force est de constater, alors on croit ou on ne croit pas à la démocratie représentative, mais quand il y a des élections et qu'il y a des hommes et des femmes qui proposent des projets de société qui vont vers la suffisance, le moins d'abondance, force est de constater qu'ils n'arrivent jamais en situation, aux manettes, en situation de gestion. Pour madame... C'est dit. Voilà. Non, mais parce non, que c'est important de le dire. Voilà. Pour madame. Pour madame, moi j'ai envie de vous répondre. Alors il y a des choses qui, c'est ce qu'on se disait en aparté avec Claude Costechard. Il y a des choses qui se mettent en place quand je parlais d'économie servicielle. On citait là Seb qui a eu un projet Eurecook où on peut louer sa friteuse, son appareil à raclette et tout. Ils ont testé sur Dijon et là ils le font sur Paris. Il y a des choses qui arrivent effectivement pour faire simple, hein, pour qu'on partage nos biens manufacturés du quotidien, soit dans notre immeuble, soit dans notre quartier, soit voilà, si possible par l'intermédiaire d'un artisan. Mais j'ai aussi envie de vous retourner quelque chose, et je suis maman, donc voilà, qui ici dans cette salle rêve que sa fille soit artisan, bosse 60 heures par semaine et gagne un tout petit peu plus du SMIC. Qui ici rêve que son fils ou sa fille poursuive des études dans l'enseignement supérieur et un bac plus 5 et soit cadre et puisse partir en vacances 5 semaines par an. Voilà, à mon avis, on peut faire le test, hein, mais je suis sûre que c'est plié d'avance. Pardon, madame. Alors, attendez, on va juste vous donner rapidement, mais on va pas ouvrir le débat, mais on va vous donner quand même un droit de... juste ça, et puis après, je vais vous demander une petite conclusion rapide.
Non, pardon, je réagissais, puis je crois que je ne suis pas la seule. La question est mal posée. À la question, est-ce que vous souhaitez que votre enfant soit artisan? Mais ouais, je lève la main. Est-ce que vous souhaitez que votre enfant fasse des études secondaires? Ouais, je lève la main. Est-ce que vous avez envie qu'il vive mal, qu'il n'ait pas de vacances? Bah non, je lève pas la main. Est-ce qu'on a envie d'être petit, pauvre et... D'accord. Bah, voyez, voilà. Ok, non, mais c'est intéressant d'avoir les deux points de vue. Voilà, il nous reste 2 ou 3 minutes. Je vais demander à chacune d'entre vous. Finalement, on ne sait jamais ce que va devenir un échange. Est-ce qu'il y a une idée que vous retenez de ce que nous avons échangé? Vous vous dites, tiens, j'ai envie de la partager avec le public. Une idée, Muriel. C'est pas simple, mais une idée avec laquelle on va partir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a quand même une sensibilité à cette idée de consommer mieux, de recycler plus, de consommer moins de ressources. Voilà. Et je pense qu'on est dans une période où on a une formidable opportunité, si on la saisit, si les politiques s'en saisissent, quelque part de faire en sorte qu'on produise des matières recyclées, on produise de l'énergie à partir des déchets et surtout qu'on arrive à redévelopper de l'industrie autour de tout ça. C'est vrai que pour moi, j'avais envie de conclure sur l'idée qu'il y avait un formidable enjeu industriel devant nous, à la fois au niveau des opérateurs de la gestion des déchets, mais aussi des entreprises, de l'industrie qui peut consommer ces matières derrière, et que s'il y a une volonté politique, on peut vraiment aller vers cette économie, redéployer de l'industrie en France. Alors les enjeux, c'est vrai que pour aller à 2025 et non pas à 2050, mais on a estimé à 4,5 milliards d'euros à investir dans de nouvelles installations de tri, de transformation des déchets en matière, et on a estimé à environ 30 000 emplois d'ici 2025 dans cette seule industrie de la gestion des déchets, sachant qu'il y a toute l'industrie autour consommatrice de ces matières et de cette énergie qui vont aussi, quelque part, soit être pérennisées sur le territoire, soit se développer. Donc je pense qu'on a une belle opportunité devant nous. Evelyne, et puis on terminera par vous. Une idée. L'idée, moi là, j'ai été heureusement confortée sur le fait que visiblement le public ici, comme vous le disiez, est très sensible à cette question du zéro gaspillage, zéro déchet. Et je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'au prochaine période où il y aura des référendums ou je ne sais quoi, des moments de dialogue formel entre guillemets, la puissance publique et la société, entre guillemets, et les lignes vont bouger puisque tout le monde n'a de cesse de dire il faut de la volonté politique. Allons-y, disons-le tous ensemble. Et je vais retenir ça, c'est plutôt positif. Et peut-être pour vivre en paix... c'est oser la réduction des déchets. Voilà, pour qu'on travaille ensemble et pour une économie circulaire sur son territoire. Donc voilà, oser. Et peut-être des petits gestes qui feront des petits gestes peuvent faire de grandes choses. Le changement peut venir vers le bas. Voilà, c'est aussi la part du colibri. Chacun a sa petite responsabilité et les choses peuvent bouger comme ça. Je crois aussi. Merci mesdames. Merci, je vous demande de les applaudir. Merci à vous aussi.